Voilà, bonjour, bienvenue à tout le monde pour notre troisième session de la Gouberna Home of Governance Talks. Et nous avons l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui François Bouvard. Bonjour François et bienvenue. Bonjour. Malheureusement, tu ne peux pas être là physiquement. L'idée, c'est normalement d'accueillir nos hôtes physiquement dans nos beaux locaux, mais voilà, avec la période que nous vivons pour l'instant, évidemment, ce n'est pas évident. Donc, merci en tout cas de t'avoir rendu disponible pour passer quelques instants avec nous et pour partager tes riches expériences de la France avec nous. Donc, je vous introduis François Bouvard. François, il est vice-chairman et former CEO de l'IFA, l'Institut français des administrateurs, mais il est également vice-président de Devialet, administrateur non exécutif de Corp Academy et de HubOne. Donc, c'est vraiment un passionné de la gouvernance. Il a 30 ans d'expérience dans la consultance pour les groupes internationaux, mais également pour des gouvernements et dans le secteur industriel. Tu veux rajouter quelque chose à cela, François? Non, c'est très bien. Voilà. Donc, un petit rappel. Donc, vous êtes inscrit pour ces sessions et donc nous contrôlons de manière très stricte l'identité de tous nos participants et comme vous le savez depuis le début, si vous quittez la séance, après nous serons obligés de refuser de re-rentrer dans la séance pour des raisons de sécurité. Cette séance se fera en français. Vous pouvez poser toutes vos questions en français ou en néerlandais. Et moi, je les passerai évidemment ensuite à François qui répondrait aux questions en français ou en anglais. Voilà, François, est-ce que tu es prêt pour la première question? Tout à fait. Voilà, nous sommes là pour parler de gouvernance, évidemment, et pour avoir un peu la perspective française. Ce que nous avons constaté, c'est que la crise que nous vivons demande une gestion permanente du court terme. Et donc, on voudrait savoir que vous, de votre expérience, dans ces circonstances difficiles, comment vous faites pour garder un équilibre entre le long et le court terme? Comment faire pour continuer à répondre à la raison d'être de l'entreprise tout en gérant les urgences qui se sont posées maintenant depuis 6-7 mois en permanence? Ok. Je ne pense pas que la situation française soit très particulière. Je pense que c'est une situation que nous vivons tous, quel que soit le pays dans lequel nous opérons. Et je dirais que cette crise a accéléré un certain nombre de tendances. Le débat que nous avions au sein de l'IFA avant la crise sur ces questions de long terme et de court terme, c'est que finalement, avec la montée en puissance en fait de la conformité, beaucoup des conseils d'administration se trouvaient finalement assez focalisés sur le court terme, pour ne pas dire à regarder dans le rétroviseur. Il y a tellement de travail à faire en termes de conformité, le référentiel extra-financier montant en puissance aussi, que c'était déjà la tendance que l'on voyait s'affirmer. Quand on passe maintenant du côté exécutif, c'est-à-dire du côté des équipes de direction, on a vu aussi que les équipes de direction étaient de plus en plus focalisées sur le court terme. Pourquoi? Parce qu'en fait, le rythme du changement s'accélérait très fortement. Quand je conseillais des CEO d'entreprise, quand j'étais dans mon rôle précédent chez McKinsey, on avait coutume de dire qu'un CEO doit équilibrer son temps dans une semaine donnée, 60% sur le court terme, 30% sur le moyen terme et 10% sur le long terme. Et on voit que dans les dernières années, les CEO étaient accaparés en fait par le court terme. Alors la crise, elle aurait pu en fait effectivement accélérer cette tendance. Moi, je crois à l'expérience des discussions que nous avons eues dans les conseils au siège, que en fait, ça a souligné l'importance de rééquilibrer finalement le rôle du management et du conseil d'administration et du board. Si le management est effectivement, et pour les bonnes raisons, et en particulier dans la crise, focalisé sur le court terme, n'est-ce pas le rôle du board que de l'aider aussi à reprendre une vision de long terme? Et ça s'est incarné en fait au fur et à mesure que la crise se déroulait.
où dans un premier temps, évidemment, le management a été très très focalisé et avec l'aide du conseil sur la continuité de l'activité. Mais assez rapidement, les conseils dans les différentes entreprises où je suis, et d'ailleurs idem dans les structures à but non lucratif, ont commencé à dire, OK, mais commençons à réfléchir un peu plus, un peu moins court terme et déjà sur les aspects de sortie de crise, en particulier dans les boîtes internationales où différents marchés ont redémarré à différents moments. Et puis l'autre élément qui est très vite venu sur la table, c'est cette crise, c'est un challenge, c'est aussi pas mal d'évolutions, de nouvelles opportunités de marché, de produits, de segments de clientèle. Donc commençons, même si vous êtes très accaparé par le court terme, commençons à réfléchir aussi aux aspects de moyen long terme. Donc voilà, je pense que ça aurait pu refocaliser tout le monde sur le court terme, mais dans les différentes sociétés, ça a réincité à travailler ensemble sur les trois horizons court terme, moyen terme, long terme. Donc, en fait, en quelque sorte, tu dis, François, que c'était une bonne chose, j'exagère un peu, mais en tout cas pour la gouvernance des entreprises qui étaient déjà trop axées sur le court terme et la compliance, et qui ont été obligées maintenant de se remettre en question et de voir les choses en face parce qu'on a été tellement focalisé sur le court terme que forcément, on a fini par s'en rendre compte. C'est un peu ça que je crois que ça a été un peu un wake-up call sur ces aspects-là dans certaines entreprises où ça a souligné quelque chose qu'on pressentait et qu'il fallait vraiment traiter. Et je crois que les discussions les plus productives et les plus satisfaisantes de board que j'ai eues depuis le début de la crise, ça a été effectivement ces discussions où il y avait un vrai travail en commun sur les trois horizons de temps, sans être uniquement accaparé par l'urgence. Et c'est d'ailleurs souligné, on vient de conclure la semaine dernière un sondage auprès des adhérents de l'IFA, et ça a souligné ce point, c'est-à-dire qu'on a eu à peu près 3000 réponses, ce qui était assez intéressant, et en fait, l'idée c'était de dire, en fait, plus de 75% des administratrices et administrateurs qui ont répondu ont dit, ouais, on s'est préoccupé des trois horizons de temps pendant cette période. Et est-ce que tu as constaté des différences au sein de l'IFA ou dans tes propres mandats selon les secteurs, ou est-ce que tu vois la même chose dans le même degré? Évidemment, voilà, le secteur hospitalier, par exemple, forcément, il a été complètement pris par le court terme. Mais est-ce que tu vois en général des tendances selon les secteurs? Alors, il y a effectivement des tendances sectorielles. Moi, je suis aussi administrateur d'une société qui s'appelle Corp Academy et je suis aussi président en fait d'une école d'ingénieurs, donc sur l'enseignement supérieur. Il est clair que tout ce qui touche à la formation a été d'une certaine façon très secoué, très challengé, mais a été aussi accéléré. Il y a beaucoup d'entreprises qui en fait ont accéléré sur la formation de leurs équipes, ne serait-ce que sur la capacité à travailler à distance, mais aussi sur tout un tas d'autres sujets. Il y a eu une demande dans cette école d'ingénieurs que j'évoque, qui a aussi un levier formation professionnelle, une activité formation professionnelle. Il y a eu une forte demande aussi sur ces aspects-là. Il y a bien entendu des secteurs qui ont été très très touchés. Vous prenez les grands classiques que sont l'automobile et en fait tout l'aéronautique, transport aérien et constructeurs. Sur l'ensemble de la chaîne de valeur, constructeurs, équipementiers de rang 1, rang 2, rang 3, ça a été vraiment, et ça continue à être très très compliqué. Ce qui était intéressant dans le sondage de l'IFA que j'évoquais, c'est qu'on a pu, alors plus qu'une segmentation par secteur, on a fait une segmentation par type en fait d'entreprise ou type d'entité. Et on se rend compte qu'il y avait dans la plupart des entités, qu'elles soient cotées ou pas, avec peut-être un petit caveat sur les structures à but non lucratif, mais il y avait déjà une culture du risque qui avait été mise en place. Alors beaucoup sous l'angle conformité. Y a-t-il un référentiel de risque? Les processus pour identifier, gérer les risques sont-ils en place? Mais tout ça a créé finalement une certaine culture du risque, même si très peu avaient prévu un risque pandémique. Il y en a 17% des répondants qui avaient prévu le risque pandémique. Ça a créé un terreau sur lequel, en fait, le board, en très forte interaction avec le management, a pu trouver assez rapidement un bon niveau de discussion pour trouver les parades à la crise. Donc je trouvais que ça c'était intéressant. C'était vrai beaucoup dans les sociétés cotées, dans les grands groupes non cotés, qu'ils soient familiaux ou pas, beaucoup moins dans les PME et moins en fait dans les structures à but non lucratif. Donc on voit qu'il y a
cette culture du risque, non pas sous une forme de conformité, mais de réflexion et de projection stratégique, elle est vraiment fondamentale. Tout à fait, tout à fait. Et ça nous amène avec facilité vers les rôles du board, mais juste pour clarifier pour nos membres, quand tu parles de type d'identité d'entreprise, tu parles au niveau des besoins de gouvernance. Donc, tu fais une distinction côté, non côté, PME, etc. OK, très bien. Peut-être aussi une petite question intermédiaire, peut-être que tu peux expliquer aussi pour les orateurs ce que fait exactement Corp Academy et ce que fait Hub One pour qu'ils aient un peu une idée de tes rôles comme administrateur non exécutif. Oui, alors très très volontiers. Donc, alors en fait, j'ai 5 entreprises, mais simplement 3 qui sont en société anonyme. La première de Vialet est en fait devenue un leader mondial des enceintes acoustiques connectées. Et donc ça, c'est une très belle entreprise qui est en passe de devenir une licorne. Donc, j'ai accompagné l'aventure comme administrateur référent vice chairman depuis le début. Corp Academy, c'est aussi une scale-up très intéressante qui est partie du constat que en fait les programmes de formation interne des entreprises, en gros, se ringardisaient. Il y avait beaucoup de présentiel et on voyait que la nouvelle génération de salariés et d'apprenants connectait pas vraiment à ça. Et ils ont eu l'idée assez tôt de lancer une plateforme très professionnelle pour faire de la formation online. En utilisant tout le spectre de ce que peut faire la digitalisation, ce qu'on appelle la gamification et ainsi de suite. Et c'est en fait un modèle qui se développe très très bien, ou en fait qui est en passe de remplacer en fait la formation traditionnelle dans les grands groupes. Et Eubouane est une société assez intéressante du groupe ADP, donc ex-Aéroport de Paris, qui est à la fois sur les notions de téléphonie et en particulier de téléphonie dans des espaces complexes type les aéroports, mais qui a aussi un angle cybersécurité. Et Dieu sait que pendant la période de confinement, la cybersécurité a été un élément très important de la continuité des entreprises. Voilà. Et puis dans mes autres rôles, j'ai aussi, comme je l'avais expliqué, des rôles d'administrateur dans des structures à but non lucratif, dont une école d'ingénieurs, mais aussi dans le domaine artistique et donc à l'IFA. Voilà, ça vous donne un peu le champ de mon activité en tant qu'administrateur. Merci beaucoup. Et c'est pour ça que nous t'avons introduit comme un passionné de l'innovation et du change et de la transition et du leadership pour reparler des rôles du board, mais aussi du non-profit, hein, parce que tu as pas mal de mandats aussi dans le non-profit. Donc voilà, ce que tu dis, c'est que donc un élément nouveau, un élément qui reçoit plus de focus maintenant, c'est donc cette approche du risque comme élément intégré de la stratégie plutôt que le risque en termes effectivement de pur audit et de pure compliance. Donc, les 3 rôles du board, hein, le leadership, stratégie, monitoring, donc tu as déjà parlé de cet aspect risque. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ton point de vue avec ta connaissance des entreprises françaises, comment elles ont géré cette crise? Comment ces rôles ont été vécus pendant la crise et comment tu vois l'avenir de ces rôles? Est-ce que ces rôles sont encore appropriés? Est-ce qu'il faut les revoir, etc.? Oui, alors je pense que la crise a été effectivement un moment qui a été finalement, qui a beaucoup challengé les rôles des uns et des autres. C'est-à-dire que on a vu la différence entre les barreurs de gros temps qui étaient capables de tenir une entreprise dans une tempête que celle-là et les autres en termes de management, mais pour les administratrices et administrateurs, c'était un vrai challenge aussi. C'est-à-dire que celles et ceux d'entre nous qui se contentaient de faire le job de base, c'est-à-dire d'être présent, d'avoir lu les documents et de faire 2-3 commentaires, ont finalement pas forcément changé la donne ou fortement contribué. Ça nous a tous mis dans une situation où on a dû, chacun restant à sa place, hein, il est hors de question pour les administrateurs de jouer le rôle du management, mais être des vrais sparring partners du management, avec des managers qui, moi dans les conseils où je suis, pour certains se sont révélés être vraiment des barreurs de gros temps, alors que bon, ils n'en avaient pas eu le temps, pas eu l'opportunité de le constater avant. Et donc, il y avait un niveau d'exigence bien vu hein, de ces managers vis-à-vis de leur conseil d'administration en disant mais aidez-moi, quoi, challengez les idées, apportez des idées.
Et ça a été quelque chose de très très bien. Il y a des modalités qui ont changé. On a tous des conseils d'administration qui se limitent, je dirais, au minimum syndical, hein, c'est-à-dire de faire, suivant les statuts, 4, 5, 6 réunions par an. Et puis il y a des boards où on est quand même plus actif, où on a des réunions intermédiaires, où on travaille sur des sujets très particuliers. Moi, j'ai la conviction, et c'est relayé aussi par l'enquête qu'on a fait auprès des administrateurs de l'IFA, qu'à la lumière de cette crise, l'articulation entre le rôle du board et le rôle du management va continuer à évoluer sur les 3 axes qui sont évoqués, c'est-à-dire à la fois en termes de leadership. Est-ce qu'on a les bonnes équipes au bon moment? Est-ce qu'on a bien les bonnes successions? Est-ce qu'on fait bien monter les personnes au bon moment? En termes de stratégie, on connaît tous les boards où en fait la stratégie a été concoctée par le management et généralement très bien. On arrive, on nous la présente, on met un tampon dessus et c'est bon, il y a assez peu de challenge. Je pense qu'on va s'orienter assez rapidement, en particulier avec cette problématique d'un environnement changeant de plus en plus vite, dans une forme de, je pousse un peu le terme, mais presque de co-construction de la stratégie. En d'autres termes, très souvent, comme administrateur, dans le passé, moi, on me présentait, voilà, on a beaucoup réfléchi à la stratégie, voilà ce qu'on propose. Vous êtes d'accord ou pas? Moi, je commence à voir des situations où, en fait, le management me dit, écoutez, on a balayé assez large sur la stratégie, on a abandonné telle ou telle piste pour telle raison, et on s'est concentré sur celle-là. Et ça, je trouve que ça met les administratrices et administrateurs dans une bien meilleure position pour pouvoir rentrer dans une vraie discussion stratégique et pas simplement estampiller une stratégie qui tomberait un peu du ciel. Alors, évidemment, c'est assez exigeant parce qu'il faut qu'on qu'on travaille beaucoup sur le sujet, il faut évidemment qu'on soit informé, qu'il y ait une bonne symétrie d'information, mais ça demande vraiment de bosser et d'être dans une situation de soutien et de challenge constructif. C'est pour ça que j'aime bien le terme de sparring partner. En termes de boxe, celui qui est sparring partner, il n'est pas aussi bon que le boxeur. C'est le boxeur qui effectivement fait des matchs, mais il est quand même pas mauvais, et puis il n'est pas complaisant. Hein. Il challenge le boxeur, et je pense que c'est cette relation constructive. En d'autres termes, moi j'appelle ça un discernement collectif, hein, de vraiment pouvoir challenger les idées qui est important. Donc c'est vrai en termes de leadership, c'est vrai effectivement en termes de stratégie, et puis c'est vrai aussi sur toute la partie monitoring, mais c'est ce que j'exprimais au début. Je trouve que le monitoring, ça ne devrait pas être plus que 10% du rôle du board. C'est de s'assurer que les choses ont été bien faites, c'est de garantir la sincérité des comptes et ainsi de suite. Mais si le board ne sert qu'à ça, c'est un outil de contrôle a posteriori, c'est pas ça qui va préparer les entreprises à être compétitives demain. Justement, pour revenir à la proportion de chacun de ces rôles, si, comme tu le dis, il y a une articulation plus étroite entre le board et le management aujourd'hui, même si tu soulignes que chacun doit rester dans son rôle, il y a quand même beaucoup plus d'interactions et les boards ont été beaucoup plus impliqués les derniers mois. Est-ce que justement, si ça ne change pas ou si chacun ne retombe pas dans son rôle d'origine, est-ce que ça n'engendre pas un certain risque au niveau du monitoring? Juste une question. Oui, non, mais je pense que c'est une bonne question. C'est-à-dire que la fonction de contrôle, alors qui se décline différemment en droit français selon que c'est un conseil d'administration ou un conseil de surveillance, mais la notion de contrôle est une obligation fiduciaire du board hein, pour le compte des actionnaires, mais ça n'est pas la seule obligation du board. Or, on a vu trop par le passé, ça a énormément évolué depuis 15 ans en France, hein, mais on a vu trop par le passé des conseillers d'administration qui étaient des chambres d'enregistrement a posteriori. Ça a beaucoup changé depuis 15 ans. Je pense que cette crise continue à accélérer la transformation vers un board qui remplit pleinement son rôle, pas simplement de conformité, de compliance et de contrôle, mais aussi d'être ce vrai sparring partner du management. Alors, est-ce que ce que moi je constate sur le terrain en Belgique, c'est que le rôle du board a quand même un peu changé au fur et à mesure de cette crise. Donc, au début, le board était plutôt surpris. Il posait des questions, il disait au management, mais qu'est-ce qui se passe? Il faut nous présenter des scénarios, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Je pense qu'aujourd'hui, on est arrivé à un moment où le board reprend un peu sa vue d'hélicoptère et où il devient vraiment important pour le board d'être là parce que le management, ça fait
6 mois qui sont là sur le front et qui se battent tous les jours, et où le board doit vraiment maintenant épauler le management. Donc, est-ce que tu vois aussi sur le terrain français que le rôle de leadership est plus mis en avant maintenant? Oui, alors, leadership, c'est un terme très vaste, mais moi, je souscris tout à fait au point que tu soulignes. Le leadership, ça n'est pas de prendre la direction de l'entreprise, hein, ça, comme je l'ai évoqué, chacun dans son rôle, mais c'est d'être aussi vraiment proche et en soutien du management sur toutes ces questions de leadership. C'est clair que quand on a la responsabilité d'une entreprise comme CEO dans une période comme celle-là, on dort pas beaucoup, on dort pas bien, on se pose des tas de questions assez existentielles sur la durabilité, enfin la résilience de l'entreprise. Est-ce que le business model qui a été mis en place est le bon dans ces conditions? Et donc, je pense que c'est important que le leadership formel de l'entreprise, qui est donc l'exécutif, se sente soutenu par sa gouvernance, c'est-à-dire par son conseil, et challenger constructivement. C'est pas simplement du soutien pour être bienveillant, il faut de la bienveillance, mais il faut aussi du challenge constructif et qu'il soit pas du challenge à l'emporte-pièce en disant non, je suis pas d'accord avec ce que tu dis, non, je suis peut-être pas d'accord, est-ce qu'on a pensé à ça ou ça? Donc ça remet une obligation sur les épaules des administratrices et administrateurs d'être vraiment force aussi de proposition et ensuite de nouveau chacun dans son rôle. Mais moi, ce que j'ai trouvé très intéressant dans cette période avec des CEO de plusieurs entreprises ou structures à but non lucratif, c'est effectivement ce mode de fonctionnement où le manager restait aux manettes, mais interrogeait, challengeait, enfin se faisait challenger de façon assez systématique par son board et cherchait ce challenge comme une façon de conforter en fait les orientations qu'il prenait. Alors, j'ai une question de Catherine Delange, déjà, que je pense qui est pertinente à ce niveau de la discussion. Nous vivons dans un monde VUCA où la prochaine crise sera aussi imprédictible que celle que nous vivons actuellement. Cette gestion agile des risques demande également des compétences nouvelles au niveau du board et donc de nouveaux besoins en formation. Comment IFA voit-il évoluer son offre envers ses membres? Ah, merci Catherine pour cette question très intéressante pour nous aussi. Merci beaucoup. Oui, alors c'est un travail quand j'ai été CEO de l'IFA pendant 1 an sur lequel on avait, avant la crise, commencé un peu à anticiper. Il y a en particulier un certain nombre de sujets qu'on a regroupés dans le vocable nouvelle menace stratégique qui avait émergé. Vous prenez le risque cyber, vous prenez le risque de réputation, où on peut se faire détruire une réputation en l'espace de quelques jours sur une entreprise. Vous prenez le risque extra-financier. On a vu des situations de managers se faire et d'entreprises se faire mettre en examen ou condamner, en particulier venant des US, pour des choses qui avaient plus trait à la guerre commerciale qu'autre chose. Et ce qui nous a beaucoup frappé quand on a fait un peu cet état des lieux il y a environ 1 an, c'est qu'en parlant aux administrateurs, ces sujets, qui sont des sujets vitaux pour l'entreprise, étaient poussés au niveau opérationnel. Donc le cyber-risque, c'était l'affaire du DSI. Les risques de réputation, c'était l'affaire soit de la direction juridique, soit de la direction de la communication. Et le risque extra-financier, c'était à mi-chemin entre la direction juridique et la direction financière. Or, ce sont des sujets qui engagent la vie de l'entreprise et donc ce sont des sujets qui doivent remonter au conseil d'administration. Donc sur l'évolution de notre offre, on est en train de travailler justement en partenariat avec des spécialistes de ces aspects-là, à des modules de formation qui permettent aux administratrices et administrateurs de se former sur ces questions-là. Alors, quant au nouveau profil d'administrateur, moi je dirais oui et non. C'est-à-dire que je ne suis pas un grand fan d'un board composé de spécialistes. Je pense qu'il faut chacune et chacun d'entre nous, comme administratrice ou administrateur, doit avoir bien entendu des compétences. Moi, il y a quelques secteurs que je connais un petit peu mieux que d'autres, il y a quelques fonctions que je connais un petit peu mieux que d'autres, mais je ne suis pas hyper spécialiste sur un certain nombre de choses. Pour moi,
Un bon administrateur, c'est quelqu'un qui a certes des compétences spécifiques, mais qui a une vraie capacité de voir la globalité des problèmes. On pourrait parler de vision un peu holistique, mais même ça, ça ne suffit pas. Le vrai critère clé pour moi d'un bon administrateur, c'est en fait la posture. C'est est-ce qu'on est capable de contribuer de façon positive à des débats compliqués? Est-ce qu'on est capable justement de contribuer, voire d'animer ce discernement collectif qui permet de faire jouer cette sagesse collective et d'arriver aux bonnes décisions? Donc, je ne suis pas convaincu. Alors, c'est clair qu'au fur et à mesure que l'intelligence artificielle monte en puissance, que les questions cyber montent en puissance, bien entendu, on ne peut pas être totalement démuni de ce type de compétences au sein du collectif, du conseil. Mais ce n'est pas en rajoutant des spécialistes qu'on fait la différence. C'est en rajoutant des gens qui sont curieux, qui sont informés, qui sont capables de penser un peu en dehors de la boîte et de prendre des angles tangentiels qui vont justement aider le management à voir des angles qu'ils n'avaient pas vus et à construire une stratégie et une capacité d'exécution plus robuste tout en restant agile, sans trop la contraindre. C'est très clair, merci beaucoup François. Mais je pense que voilà, la posture et l'expertise ne sont pas inconciliables, n'est-ce pas? Non, non, absolument, absolument. Alors, revenons à la pratique. Donc, tu le dis très bien, donc il y a eu une interaction, beaucoup plus de commitment de la part du conseil d'administration depuis la crise. On a une vue nouvelle sur le risque qu'on va intégrer dans la stratégie. Alors, comment tout ça s'est-il mis en œuvre sur le plan pratique? Comment est-ce que les conseils en France, qu'est-ce que tu as constaté à l'IFA ou au sein de tes boards, comment les conseils ont été organisés, comment la communication s'est-elle organisée, est-ce que le rôle du président a changé, comment est-ce que vous avez réussi à gérer les conseils par Zoom, par les moyens de télécommunication, etc. Donc, toutes ces questions pratiques, quelles sont tes expériences avec cela? Moi, j'ai été surpris de la facilité avec laquelle tout ça s'est mis en place. Bon, j'ai des conseils où il y a des gens très jeunes, où je suis parmi les plus âgés. J'ai des conseils aussi où je suis pas le plus vieux. Hein. Donc voilà. Et en fait, tout le monde s'y est mis de façon assez rapide. Mais ça, c'est l'aspect un peu technique des choses. Hein. Bon, il faut savoir utiliser Zoom, ça va pas très loin. De façon plus importante, moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y avait dans tous les conseils où j'ai siégé, à chaque fois, l'équipe de direction a pris la direction très rapidement, non pas d'inonder le conseil sous les informations, mais de fluidifier l'information et l'information pertinente pour les discussions. Et alors ça a pris des formes qui n'étaient peut-être pas les tableaux de bord traditionnels ou ainsi de suite, mais la forme, par exemple, il y a une société où le CEO nous faisait systématiquement un email le vendredi soir, en disant, bon, voilà la situation, voilà les questions qu'on se pose, et ainsi de suite. Donc, il y a eu une très grande et une accélération de la fluidité de l'information. Souvent, dans les conseils, on dit, bon, l'information est asymétrique, hein, on n'a pas assez d'informations, on ne l'a pas assez à temps. Moi, dans tous les conseils où je siège, la fluidité de l'information a été la clé. Beaucoup de réunions intermédiaires qui se sont mises en place, alors comme chacun d'entre vous, j'ai passé beaucoup de temps devant mon écran pendant cette période-là. Et heureusement, on est revenu un peu en hybride maintenant, mais voilà. Mais tu évoquais le rôle du chair ou chairman ou chairwoman. Ça a été un rôle encore plus fondamental. C'est-à-dire que tout ce rôle d'animation des débats, de distribution de la parole, de s'assurer que chacun s'exprime, là, c'est encore plus indispensable quand on est en modalité à distance que quand on est dans une même salle où on voit un peu le body language de chacun. Donc ça a mis une pression supplémentaire en fait sur les chairs qui devaient animer ça. Mais moi, j'ai été vraiment très agréablement surpris de la vitesse à laquelle c'est mis en place et de la fluidité de l'information et donc des débats derrière. Merci beaucoup François. J'ai deux questions à ce sujet. Tout d'abord, cette communication qui est devenue un peu out of the box, hein, en dehors des standards de management traditionnels.
est-ce que, à ton avis, elle va perdurer ou est-ce qu'on va très vite retourner au dashboard traditionnel, etc. Parce que je pense personnellement, en tant que CEO, que cette communication out of the box avait parfois quand même des avantages. Et deuxièmement, au niveau du rôle de président, comment toi-même, en tant que président, tu as vécu ces meetings digitaux? D'abord, les meetings qui se tenaient complètement par une voie digitale, par un Zoom ou un Teams ou un système particulier. Et quelle est ton opinion vis-à-vis des meetings mixtes, les meetings hybrides, comme tu dis? Ouais. Alors, tout d'abord sur le reporting, je pense que c'était une communication de crise. Donc, évidemment, ce que j'évoque, là, le mémo, l'email hebdomadaire, et ainsi de suite, ça correspondait à une situation d'urgence. Ce que je trouve très intéressant, c'est qu'il y a plusieurs entreprises dont je suis administrateur qui nous ont dit, tiens, ça donnait pas mal d'idées sur une façon de faire évoluer le reporting qu'on fournit au board, qui va être plus, à la limite, il y aura les chiffres bien clairs, bien affirmés qu'on avait avant, mais on va donner des éclairages peut-être sur des signaux faibles qui vous permettront justement de continuer à jouer ce rôle de sparring partner vis-à-vis de vous. Donc c'est work in process, on va voir comment ça évolue, mais et ça a été noté dans le sondage de l'IFA aussi, où il disait que les modalités d'interaction entre le board et le management, dans plus de 60% des cas de mémoire ou 2/3 des cas, allaient évoluer et que c'était en cours. Donc ça, c'est important. Alors ensuite, comme chairman ou vice-chairman de plusieurs entités, oui, c'est ce que j'évoquais, c'est-à-dire que ça a été un challenge encore plus fort en termes d'animation, de façon à s'assurer justement que ce discernement collectif s'exerce bien. C'est assez facile quand on est à la tête d'une table de conseil et de voir qui se met en retrait, d'aller chercher cette personne au bon moment pour intervenir. C'est beaucoup plus compliqué online, surtout quand il y a certains qui coupent leur caméra. Donc moi, j'avais tendance à demander en disant le body language est important, donc merci de laisser votre caméra si votre Wi-Fi le permet. Et comme tu le soulignes, les situations les plus difficiles sont les meetings hybrides, parce qu'assez rapidement, on re-rentre, même si on est masqué, hein, j'ai eu le cas 3 ou 4 fois depuis la rentrée, on re-rentre dans une logique de conseil où on se retrouve en présence, tous ensemble, et on a tendance à oublier qu'il y en a 2 ou 3 qui sont à distance, et donc ça implique une discipline supplémentaire d'aller chercher ceux qui sont à distance pour contribuer et d'être extrêmement attentif à les inclure dans le processus de discussion. Ce que nous avons constaté pendant les contacts qu'on a eus avec nos membres et sur base des recherches que nous avons faites sur le marché belge, c'est qu'en fait, c'est que ça crée un peu un conseil d'administration à 2 vitesses. Tu as ceux qui sont là et puis tu as ceux à distance. Ça, c'est d'un côté. Et de l'autre côté, ce qu'on a également constaté, c'est que les gens disent que les conseils digitaux, c'est bien quand il faut prendre des décisions chiffrées, des décisions qui sont objectives et rationnelles, mais c'est moins bien quand il faut vraiment procéder à une co-création, plus avoir de l'interaction créative. Est-ce que tu es du même avis? Tu as constaté la même chose? Ah oui, moi je suis complètement du même avis et je pense que le challenge, il est le même à l'intérieur des entreprises qu'à l'intérieur des conseils. Moi j'ai beaucoup pratiqué, en particulier le secteur automobile. J'ai été assez étonné de voir que certaines firmes automobiles disaient on peut mettre nos équipes, y compris les équipes de développement, à distance à 60-70% de leur temps. Autant je pense que quand on est sur un projet qu'on connaît tous, on arrive à fonctionner comme ça, autant quand on est confronté à des nouveaux sujets où il faut recomposer des équipes, c'est très compliqué d'être uniquement à distance. Donc je pense qu'on va être dans ce challenge-là, et il y a le cas particulier, parce que j'avais déjà des conseils où j'avais en fait des participants à distance, parce que c'est dans des boîtes internationales où il y avait des administrateurs qui ne se déplaçaient pas, qui se déplaçaient peut-être une fois par an. Mais je pense que il va falloir qu'on apprenne à vivre et à faire fonctionner ça, c'est-à-dire qu'on soit capable non seulement de prendre des décisions formelles, ce qui est effectivement l'étape 1, mais aussi et on revient là au rôle du président, hein, du chair, et d'être capable aussi d'animer un travail en particulier si on s'oriente vers plus de collaboration dans la construction stratégique,
c'est pas évident à faire. Donc il faut trouver un mix. Moi, j'ai des entreprises où en fait on a, comme c'est le cas dans pas mal d'entreprises, une journée au vert sur la stratégie. Ça me paraît important d'arriver à maintenir quelque chose comme ça, malgré les interdictions de transport, parce que si on passe en tout digital, je pense que l'affectio societatis va se diluer d'une certaine façon. Et les relations qu'on peut avoir, c'est comme dans une entreprise autour de la machine à café, les relations qu'on peut avoir dans un conseil juste avant ou juste après, dans des discussions interpersonnelles avec telle ou telle administratrice ou administrateur, sont aussi très importantes pour la cohésion du conseil. Quand on est en Zoom, quand tout le monde a fait quitter la réunion, c'est fini. Et alors, de temps en temps, on prend son téléphone pour appeler tel ou tel, mais ça prive d'un certain nombre d'interactions informelles qui sont très importantes pour le fonctionnement collectif. Nous sommes entièrement d'accord avec toi, François. Encore une petite question quant au rôle du président. Il y a certaines personnes qui ont déjà émis la suggestion de faire, dans les réunions entièrement digitales, de faire épauler le président par un genre de modérateur qui, lui, aurait comme seule mission de veiller au body language des participants. Est-ce que ça te semble une suggestion valable? Oui, pourquoi pas. Moi, je pense qu'intrinsèquement, c'est la responsabilité du chair. C'est-à-dire que si on... J'oublie même le distanciel dans un premier temps. Si on le fait déjà pas en présentiel, il y a un problème. Hein. Donc, en tant que chair ou qu'administrateur référent, quand je suis vice-président ou autre, je considère ça comme partie intégrante de mon travail, d'être attentif aux uns et aux autres, et de s'assurer que chacun ait parlé, et à bon escient, des sollicités à bon escient, dans les processus de discussion et de décision du Conseil, pas simplement au moment des votes. Évidemment, c'est encore plus compliqué au niveau d'une interaction digitale, mais néanmoins, je pense que bon, on peut se faire aider de quelqu'un pour faire ça, mais je crois qu'il faut fondamentalement qu'on en prenne chacun d'entre nous l'habitude d'être capable d'être attentif à ce genre de choses. Alors, il y a un cas qui est un peu particulier, qu'on connaît bien en France, je ne sais pas ce qu'il en est en Belgique, mais qui est le cas des structures non dissociées. On a le fameux président-directeur général, qui est à la fois le directeur général, le président, l'homme orchestre, qui fait tout, la cymbale, les trucs. Bon, moi, j'ai une conviction très forte sur le sujet en disant qu'il faut une dissociation, que c'est un principe de bonne gouvernance. Et on voit, moi, j'ai une... Voilà. Mais c'est une aberration où la France défend, enfin certains en France défendent cette aberration, mais je la trouve, tout à fait indéfendable. Mais je pense qu'au-delà de cet exemple-là, on voit aussi que l'articulation entre un chairman non exécutif et un CEO à l'anglaise, où quand il y a effectivement, pour des raisons historiques, une non-dissociation d'avoir un administrateur référent ou une administratrice référente ou un vice-président, c'est ça la bonne articulation. Et dans ce cas-là, on peut se partager les rôles. Il y en a un qui peut être un peu attentif à la dynamique de groupe et s'assurer aussi de distribuer la parole. Moi, je suis pas trop partisan d'introduire des nouvelles personnes ou des nouveaux rôles dans le conseil purement sur des questions de process. Ça peut être une des administratrices ou un des administrateurs qui peut un peu jouer ce rôle-là. Moi, c'est pareil, je suis pas très partisan quand il y a des extérieurs qui viennent enregistrer dans les conseils pour faire des PV en verbatim. Je trouve que ça casse la dynamique, en fait. Et c'est le rôle intrinsèque du chair que de jouer ce rôle-là, éventuellement avec l'aide d'un autre administrateur, qui soit référent ou pas. Je suis entièrement d'accord avec toi, c'est évidemment le rôle du président, mais le président ne peut pas être partout en même temps et quand il doit regarder, surtout quand il y a des conseils d'une certaine taille, quand il doit regarder 16 ou 20 petits écrans et voir qui suit et qui ne suit pas, ça devient quand même, c'est pire que le cockpit dans 737. Hein. Oui, mais là, tu soulèves une autre question qui est le nombre optimal de fonctionnement d'un conseil. Bon. Moi, j'ai mon point de vue là-dessus. Moi, au-delà de 12, je ne sais pas. De 12, je ne sais plus gérer, honnêtement. Des conseils où il y a 20 personnes, je trouve que c'est ingérable. Donc, voilà. Et surtout en digital. Mais il y a des entreprises avec des grands conseils. Bien sûr. Donc, très bien. En fait, tu avais encore, on en a déjà parlé avec quelques mots. Donc, les caractéristiques essentielles dont un board
d'une part, mais les administrateurs aussi de l'autre côté, doivent faire preuve dans une situation de crise. Donc, tu as déjà dit la vision holistique, la posture. Qu'est-ce que tu vois d'autre? Est-ce qu'il faut, par exemple, juste une suggestion, est-ce qu'il faut du courage? Ouais, oui, ça va sans le dire, mais il vaut mieux en le disant. C'est là où j'évoquais aussi un peu cette notion d'acide test pendant la période que nous traversons et que nous avons traversée. C'est-à-dire que aussi, il faut avoir à la fois de l'humilité et du courage. C'est-à-dire que même quand on n'est pas sûr de percevoir toutes les choses, il faut avoir le courage de dire, attendez, là, je suis pas sûr d'avoir tout compris, j'ai un doute, ou alors je suis pas d'accord avec vous, peut-être que j'ai pas toutes les informations, mais avec les informations que j'ai, je suis pas d'accord sur cette orientation qu'on prend. Oui, un bon administrateur, c'est un administrateur courageux. Nous, on promeut beaucoup à l'IFA la notion d'indépendance, qui ne doit pas être une indépendance cosmétique, dans tous les types d'entreprises. On va sortir, puis on sera ravis de le partager d'ailleurs avec Gouverna, d'ici quelques semaines, un travail qu'on a fait cette année, en fait, sur la gouvernance des startups scale-up et licornes. Parce que très souvent, c'est des entreprises naissantes ou en très forte croissance, sur lesquelles la gouvernance est assez peu structurée. Et là où on voit effectivement que le fait d'avoir des administrateurs indépendants courageux et avec la bonne posture est finalement un facteur critique pour aider à la croissance de ces entreprises. C'est pas simplement l'accès au talent, c'est pas simplement l'accès au capital, c'est d'avoir une gouvernance qui regarde vraiment l'intérêt de l'entreprise, où en fait, comme par essence un board d'une société naissante est polarisé entre les fondateurs et les premiers financiers, le fait d'avoir des indépendants courageux, bienveillants mais courageux, est fondamental. Donc cette notion de courage, pour moi, elle est transversale à tous les conseils, et c'est vrai aussi, c'est encore plus vrai, je dirais, dans le but non lucratif, où il faut toujours assortir la notion du courage de parler. Ensuite, une fois que la décision a été prise collectivement, de la notion d'engagement collectif autour des décisions. Parce qu'il n'y a pas de pire administrateur pour moi que quelqu'un qui est courageux dans ses postures, mais qu'une fois que la décision collective est prise, continue à aller dans son sens. Ensuite, si on n'est pas d'accord avec l'orientation prise, on a une façon de le manifester, c'est de quitter le conseil. Donc c'est courage, indispensable, mais c'est l'engagement collectif autour des décisions prises qui me paraît le pendant indispensable du courage. C'est un double courage, c'est le courage d'exprimer sa position, mais c'est aussi le courage de soutenir la décision qui a été prise. Ouais. Nous le retrouvons aussi chez nous dans le Code de gouvernance 2020 qui dit effectivement que ça revient à l'indépendance d'esprit qui est nécessaire dans le chef de chaque administrateur. Je suppose que vous avez la même notion dans les codes de gouvernance français. Oui, on a la même notion et d'ailleurs les critères d'indépendance font l'objet de débats, d'ajustements tous les X temps. Est-ce qu'au bout de 11 ans ou 12 ans dans une entreprise, on peut encore être jugé comme indépendant? C'est utile d'avoir des critères parce que ça permet de cadrer un peu les choses. Mais la question de fond, c'est vraiment la posture et celle-là, la seule façon de la faire, enfin de la juger, c'est quand on fait une évaluation du fonctionnement collectif du board. C'est obligatoire maintenant en France pour les boîtes cotées tous les ans. Tous les 3 ans, ça doit être fait par quelqu'un d'externe. Mais les bonnes évaluations de board, elles vont jusqu'à, sans pointer du doigt les uns ou les autres, mais elles vont jusqu'à est-ce que la posture conduit en fait à des bonnes décisions collectives ou pas. Et je pense que cette question de posture, elle est vraiment fondamentale pour la qualité du travail de l'administrateur. Merci beaucoup François. J'ai encore une question relative à l'organisation pratique et les conséquences que ça engendre pour les conseils. Pensez-vous que les réunions à distance vont accentuer la nécessité d'une bonne, meilleure préparation des dossiers en amont par chaque administrateur, ce qui renvoie également à la disponibilité de chaque administrateur? Donc, est-ce qu'on a besoin d'une plus grande disponibilité de la part des administrateurs? Alors, je souris un peu parce que on a tous dans nos conseils des gens dont on voit qu'ils n'arrivent pas à préparer. Et ça, avant même qu'on fasse les conseils à distance. Je veux dire, quand je vois quelqu'un qui arrive avec un paquet de feuilles qui a été à peine ouvert, où il n'y a pas une note dessus, je me dis, bon, je doute que cet administrateur ait vraiment bossé avant. Non, je pense que l'exigence, elle est la même.
C'est-à-dire que les gens qui bossaient pas avant ne bossent pas plus pour le digital, voire même en profitent pour faire autre chose pendant les conseils. Hein, ça Ils c'est peuvent vu. se cacher maintenant. Ils peuvent se cacher, mais non, pour moi, c'est une obligation professionnelle que d'arriver préparé. Et honnêtement, on sait tous dans nos conseils ceux qui bossent et ceux qui bossent pas. Alors ensuite, c'est là aussi quand il y a justement cette évaluation du fonctionnement du conseil, en fonction, est-ce que c'est fait par moi j'en fais dans certains de mes conseils, hein, on me demande de le faire, donc il faut avoir cette confiance des uns et des autres, mais c'est aussi de faire passer les messages pour celles et ceux qui arriveraient non préparés, de leur dire non, il faut bosser, on attend plus que ça. Et puis c'est d'avoir le courage de ne pas renouveler si on voit que la personne ne remplit pas la totalité de la tâche. Alors ça pose effectivement la question du nombre de conseils et de la disponibilité. Bon, c'est un peu paradoxal parce qu'en France, ça a été la limite est à 5 en structure de société anonyme, c'est-à-dire où il y a un conseil formel. Moi, sur les 5 entreprises dont je suis administrateur, il y en a 2 qui sont ce qu'on appelle en société anonyme simplifiée, qui est en fait qui ne requiert pas la mise en place d'un conseil formel avec des devoirs fiduciaires. En revanche, il y a des advisory boards dessus. Pour moi, je considère que les 5 comptent. Et quand on sait que j'ai 5 en plus en not for profit, mais moi, c'est ma seule activité. Du coup, je m'y consacre pleinement. Et les conseils, suivant le moment, bah oui, effectivement, je pense que j'ai rarement autant travaillé, sauf dans ma période précédente quand j'étais chez McKinsey, que pendant le confinement, parce que ça a été, on a eu énormément de réunions de conseils, énormément de choses à préparer avant, très challenging parce qu'il fallait être capable de réagir quasiment à chaud sur des informations qui sortaient, mais c'était absolument passionnant. Et c'est là que le rôle d'administrateur est passionnant. C'est pas quand on vient, voilà, en ayant à peine lu le pack pour faire une heure et demie ou 2 heures dans un conseil et bénéficier du déjeuner après. Ça, c'était la période d'avant. J'espère qu'elle est révolue partout. Et je suis sûre que nous contribuons à cela. En tant qu'institut de gouvernance, c'est notre mission, en tout cas, de contribuer à cet objectif. Alors, j'aimerais quand même clôturer cette séance avec une question un peu plus ouverte. Hein. Je pense que nos orateurs sont curieux aussi de savoir quelles sont les tendances économiques que vous voyez en France depuis le début de la crise et surtout aujourd'hui. Et alors, surtout, je pense au niveau de l'intégration de tout ce qui est sustainability. Hein. On a le New Green Deal de l'Europe. Comment voyez-vous tout cela en France et quelles sont les prévisions à ce sujet? Bon, alors, le rôle des prévisions, enfin, le destin des prévisionnistes, c'est toujours de se tromper, donc je vais me garder de donner des prévisions. En fait, on voit une tendance où, bon, c'est quand même la première fois, c'est la tempête du siècle, hein, c'est quand même the perfect storm, où c'est la première fois que simultanément, quasiment dans le monde entier, toutes les économies ont été mises à l'arrêt. Donc évidemment, les conséquences sont insignes. L'Europe a pris les choses à bras-le-corps. Certains disent trop, d'autres disent pas assez, mais néanmoins en soutenant l'économie, et c'était nécessaire, mais on voit bien que bon, il y a eu une vague d'optimisme en France pendant l'été qui a conduit d'ailleurs à des comportements qu'on est en train de payer maintenant, mais qui a consisté à dire ouais, mais la consommation a l'air de repartir. Il y a en fait une épargne des ménages qui n'a jamais été aussi forte. Si on la relibère, ça va booster la consommation. On va pouvoir faire ça. On voit que le redémarrage est très compliqué dans tous les pays. On voit que les mesures prises par les différents gouvernements sont très challengées, qu'il y a des activistes qui commencent à se dire ben non, on est en train de nous voilà, qui montent contre ça. Donc on est vraiment dans une phase d'incertitude. Ensuite, il faut prendre l'approche sectorielle qui a été évoquée tout à l'heure. Il y a des secteurs qui sont vraiment très très mal, tout l'aéronautique et l'aérien, l'automobile, qui a une chance de s'en sortir ensuite avec de l'hybride, de l'électrique, de l'hydrogène, mais ça va être à plus long terme. Et surtout, dans ces secteurs, c'est les filières qui souffrent. C'est certes les grandes entreprises, mais les équipementiers en 1, en 2, en 3. Tout le tissu économique local avec les très petites entreprises, commerçants, petits commerces, ainsi de suite, est dans une difficulté insigne. Donc c'est vraiment le soutien de l'État est nécessaire et indispensable, mais il faut voir ce que ça engendre aussi. Donc le budget révisé vient d'être présenté en France hier. On prévoit quand même un déficit qui va être de l'ordre probablement entre 14 et 17%. On est loin en fait des impératifs économiques.
On a creusé la dette de façon abyssale, et même si aujourd'hui les taux d'intérêt sont très très bas, pour prendre un vocable français, ça durera moins longtemps que les impôts. C'est-à-dire que ça va remonter à un moment donné et on va être en squeeze. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur les finances publiques un peu partout en Europe. Pour moi, cette situation n'est pas soutenable. Donc, il faut redémarrer l'économie. C'est très différent de la situation de 2008, où en fait, c'était principalement une crise financière, donc c'était une crise du crédit et des prêts aux entreprises. Aujourd'hui, on est dans une crise réellement systémique. Donc, les perspectives sont très compliquées. Alors, ensuite, comment voit-on ça, cette incertitude dans les entreprises? Et là, on a soudé aussi un peu nos administrateurs à l'IFA, nos adhérents à l'IFA sur le sujet. Je pense que beaucoup, alors il y avait toute une démarche qui avait été engagée par le gouvernement avant la crise autour de ce qu'on appelle la loi Pacte, qui a différentes dimensions, mais en particulier l'impératif de retravailler sur la raison d'être. Et on a vu, avant même la crise, une évolution assez sensible du concept de responsabilité sociale des entreprises, de RSE, qui était quand même vu dans beaucoup d'entreprises comme des figures imposées où il fallait cocher des cases, et puis voilà, on sortait un bon rapport intégré, et puis on était content. Ça a été remplacé par la problématique ESG, donc environnementale, sociétale et gouvernance. Et nous, ce qui nous rend très optimistes à l'IFA, c'est qu'on voit énormément d'entreprises, cotées ou non, qui ont pris ça à bras-le-corps, en se disant on ne peut plus se permettre de faire du cosmétique. On est dans un environnement qui bouge à une vitesse folle sur la technologie, la digitalisation, l'intelligence artificielle. Les citoyens, les parties prenantes qui s'organisent par les réseaux sociaux et qui peuvent nous mettre à mal. Il faut vraiment qu'on soit sérieux sur cette question de ESG. Alors, la loi Pacte a introduit une notion d'entreprise à mission qui est très exigeante. Danone l'a adoptée, c'est le seul groupe coté à l'avoir adopté. Mais au-delà de ça, il y a beaucoup d'entreprises, enfin la plupart des entreprises sont attaquées très sérieusement à la question ESG. On redéfinit leur raison d'être, qui a des implications stratégiques, on va le voir sur les plans stratégiques de l'an prochain, qui sont à mon avis fondamentales, en particulier dans le moyen et long terme, et c'est une chose sérieuse. Certaines l'ont même mis dans leur statut. Nous, on a fait ce travail aussi à l'IFA, on l'a mis dans nos statuts. Donc, on voit que c'est une dynamique d'ensemble. Donc, oui, l'économie va être extrêmement challengée. Nous, on s'attend à ce qu'il y ait énormément de défaillances d'entreprises, en particulier dans les plus petites structures. Mais on voit aussi cette crise avec le terrain qui avait été préparé par cette loi Pacte et les questions de raison d'être, comme finalement un terreau assez fertile sur lequel, en travaillant ensemble, conseil d'administration et équipe de management, on va pouvoir préparer, repositionner les entreprises sur un contexte qui va être très incertain, mais qui peut être porteur aussi de beaucoup d'opportunités. Donc, il ne faut pas être naïf, ça va être très compliqué. Il faut assurer le financement. Il y a pas mal d'ailleurs d'entreprises qui ont décidé de ne pas verser de dividendes de façon à maintenir la totalité de leur force de frappe sur le sujet. Il y a pas mal de dirigeants d'entreprises qui, conscients de cette notion de fracture sociale qu'on voit dans le pays au sein de certaines entreprises, ont baissé leur rémunération. Je pense que tout ça va dans le sens d'un état d'esprit ESG et il faut ensuite que cet état d'esprit s'incarne dans la stratégie future. C'est ce qu'on verra dans les mois qui viennent. Et on voit aussi en Belgique, mais aussi au niveau européen, avec le plan de relance, avec le New Green Deal, que la crise a accéléré ces tendances. Ça, je pense que c'est quelque chose de très positif et que c'est vraiment une opportunité pour poursuivre sur ce chemin. Entre-temps, François, j'ai encore reçu trois même, des participants. D'abord, il y a monsieur Yves Poulet qui dit: est-ce que les CA digitaux pourraient faciliter l'adoption d'outils digitaux, par exemple pour du brainstorming stratégique, et lesquels, si vous en avez connaissance? Première question. Oui. Alors, moi, j'ai effectivement, je connais quelques outils qui permettent de faire du travail collaboratif à distance. Bon, ça peut faciliter les choses, mais je pense que le point de départ, c'est entre les équipes de direction et le board de se dire, finalement, il y a une plus étroite collaboration dans
l'élaboration du plan stratégique. Ensuite, ça peut être soutenu par des outils sur les modalités pratiques. Mais je pense que le point de départ, c'est l'état d'esprit. Ce que j'évoquais sur le fait que, par exemple, le management partage avec le conseil les pistes qu'ils ont étudiées et abandonnées, ça me semble être fondamental pour mettre le conseil en situation de traiter ces sujets efficacement. Donc, ça part par un état d'esprit. Ensuite, ça peut être soutenu effectivement par des outils. Moi, honnêtement, je ne suis pas un grand fan des outils de travail collaboratif, mais ça peut servir. Oui, il y a certains moments où ça sert. La solution ne viendra pas de là. Ça peut soutenir un changement d'état d'esprit. Ça peut être en aucun cas le gros levier de transformation, au moins de mon modeste avis. Très bien, merci beaucoup. Alors, une question encore de Catherine Delange. Adopter une bonne posture est essentiel, effectivement. Pensez-vous qu'on puisse influencer ce mindset ou est-ce qu'il est très difficile de changer le tempérament d'une personne? Est-ce que cet aspect est suffisamment pris en compte lors de la sélection? Alors, moi, je suis quelqu'un de très optimiste, donc je pense qu'on peut tous s'améliorer. Moi, j'ai été confronté, comme chacun d'entre vous, à des situations d'administrateurs très pointus sur certains sujets, très expérimentés, mais qui n'avaient pas la bonne posture. Ensuite, ça revient sur le courage, c'est-à-dire que même si on n'est pas président ou autre, hein, le fait d'aller voir à la fin de la session cet administrateur et de lui dire écoute, bon, tu as fait des points intéressants, mais honnêtement, la façon de la faire passer, ça ne fait pas avancer le problème, quoi, hein. Donc, je pense qu'on a cette responsabilité, en fait, de donner du feedback, de nous donner du feedback. Donc, il y a le processus d'évaluation des boards que j'évoque. Il faut voir quand même que très souvent, c'est conçu comme quelque chose à minima, là aussi, de la conformité, du tick the box, et qu'il faut un vrai processus, et là aussi un vrai courage, pour aborder les questions de fonctionnement du board. Parce que ça remet en cause le rôle du chairman. Moi, je suis en plein dans un processus d'une structure compliquée que je préside, où j'ai demandé à quelqu'un d'indépendant de faire ça, y compris sur la façon dont je remplissais mon rôle pour avoir du feedback et pouvoir m'améliorer. Donc, il faut qu'on soit prêt à recevoir et à donner du feedback, et c'est ça qui améliorera. Et bien entendu, dans le processus de sélection des administrateurs, l'état d'esprit par le questionnement, on peut voir ce que ça donne, par les prises de référence, est pour moi un critère fondamental dans la sélection d'une administratrice ou un administrateur. Merci beaucoup François, je pense une réponse très claire. Une dernière question sur le côté investisseur, parce qu'on a parlé beaucoup du conseil d'administration, on a parlé du management, on a très peu parlé de l'actionnaire jusqu'à maintenant. Donc la question c'est, est-ce que l'AMF a publié une première doctrine en matière d'information extra-financière envers les investisseurs? Est-ce que les entreprises sont prêtes? Donc, encore une question sustainability. Ouais. Non, mais c'est une question tout à fait importante et pertinente. Moi, je suis convaincu que le reporting aide à orienter dans les bonnes directions. Maintenant, des déclarations d'intention à ce qui se passe réellement. Bon, on a tous vu les déclarations du CEO de BlackRock. Vous interrogez des gens de BlackRock, vous leur dites ça a changé les choses. Ils me disent bon, pas encore formellement ou fortement, mais ça va changer. Voilà, donc il faut qu'il y ait ce reporting. Il faut que les investisseurs, moi j'ai aussi à certains conseils de structures non cotées, des investisseurs qui ne se comportent pas comme des administrateurs à part entière, mais comme les défenseurs de leur investissement. C'est notre rôle à chacun. On a tous des intérêts particuliers, mais de dépasser ces intérêts particuliers pour prendre des décisions dans le bien de l'entreprise. Donc je pense que effectivement les règles aident, que des formes de reporting, l'inclusion d'un certain nombre d'indicateurs dans les objectifs de performance du management et ainsi de suite vont dans le bon sens. Mais là aussi, c'est une question d'attitude de chacun d'entre nous et c'est ça qui prime. Les objectifs aident à aller dans le bon sens, mais on ne peut pas uniquement compter sur les objectifs. C'est chacun d'entre nous qui doit remplir pleinement son rôle. Merci beaucoup François et je pense que c'était une très belle réponse pour clôturer la session. Je tiens à te remercier, je pense qu'on a beaucoup appris. On a appris que aussi en France, tout comme en Belgique, et je pense que dans tous les pays d'Europe et peut-être parfois dans pas mal de pays dans le monde, cette crise a été un wake-up call
pour pas mal d'instances, aussi pour les conseils d'administration, et constitue une opportunité pour faire encore mieux qu'auparavant et surtout une opportunité pour avancer sur le pas de la création de valeur durable. Donc, vraiment un grand remerciement de la part de tous nos membres d'avoir participé à cet entretien. Merci aussi à tous les membres qui sont présents et je vous invite déjà à notre prochaine session qui aura lieu le 13 octobre avec le professeur Kathleen de Stobeler et le séminaire portera sur les thèmes plus précis du leadership et de la résilience. Une bonne soirée à tous et à toutes et à très bientôt. Au revoir.